Bienvenue sur notre conférence Le microbe est là, fatalité ou opportunité pour notre santé. On va déjà se présenter et puis après on avancera dans la présentation. Alors, je suis Anne-Sophie de Grandcourt, naturopathe à Cholet. Et ma vision de la naturopathie, c'est que la santé est un état d'équilibre. C'est un état d'équilibre subtil que de nombreux facteurs peuvent perturber. Et lorsque l'équilibre est perturbé dans le corps va l'exprimer de nombreuses manières, par la peau, par les cheveux, les ongles, par la manière dont il va digérer, dont il va dormir, être impacté aussi le mental. Donc tout cela, c'est ce qui va exprimer que le corps est en déséquilibre et cherche à retrouver un meilleur équilibre. Et ce que je vais chercher à faire, eh bien, je vais chercher à l'aider à contribuer, en fait, à retrouver son équilibre par des moyens les plus naturels possibles. Donc, l'alimentation, déjà, parce qu'on mange tous les jours, plusieurs fois par jour. Et puis aussi par la phytothérapie et en particulier la gémothérapie. Donc, ce sont des remèdes qui sont à base de bourgeons, donc pris en toute petite quantité pour rééquilibrer en douceur, mais en même temps efficacement. Et puis par l'homéopathie aussi. Donc c'est vraiment une approche dans le respect de la personne en entier et puis de la nature en général. Alors bonsoir, moi je suis Thierry Sumon, je suis médecin homéopathe. Avec Anne-Sophie, nous avons vraiment voulu proposer cette vidéoconférence pour donner une réponse à ce que nous sommes en nous, tout notre potentiel en nous de se protéger, de se défendre. Et que, bon, bien sûr, vu les conditions actuelles, il est flagrant que on ne présente pas cet aspect, cette dimension de nous, et que ça manque terriblement. Du coup, beaucoup de gens se retrouvent avec beaucoup d'angoisse, de peur. Que nous avons une capacité en nous pour nous défendre. Voilà, l'exemple que je donne, très simplement, c'est que quand je prends ma voiture, je sais que ma voiture est révisée, que j'ai bien pris soin de ma voiture, je vais partir, je vais prendre l'autoroute, il fait relativement beau, même s'il ne fait pas très beau, je vais m'adapter, les vitres sont bien nettoyées, enfin bon bref, je vais allumer la lumière s'il faut, je vais rouler à la vitesse qu'il faut, il n'y a pas de problème, bien sûr. La plupart, non, heureusement, il n'y a pas de problème en général. L'immunité, c'est ça. Parfois, exceptionnellement, je peux me retrouver sur autoroute devant un connard, excusez-moi l'expression, qui se trouve en face de moi et bingo, je me fais cogner. Ça, c'est l'imprévu, ça fait partie de la vie. Mais on en reparlera après. Alors, c'est pour la deuxième fois que nous faisons une vidéoconférence, donc on n'est pas encore au top. La première fois, on a quand même fait quelques petits ratés, parce qu'au départ, les diapos n'étaient pas présents, que nous voilà, on va faire tout un cheminement avec vous autour du microbe. Il est là, oui. Est-ce que c'est une opportunité ou un danger? On va tenter de répondre à ça. Sachez que vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, il y a normalement une petite interrogation, c'est ça? Une fenêtre sur la droite, paraît-il. Et pour écrire les questions, et nous tâcherons de répondre au mieux à cela. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse avec laquelle je vous ai envoyé les informations de connexion. Si vous préférez, vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour me poser les questions. Puis en cours de présentation, je les consulterai et puis on cherchera à répondre aux questions qui reviennent le plus. Autre chose, c'est que nous ne sommes pas des experts, pour une fois, mais voilà, on a de l'expérience, nous avons beaucoup rencontré, écouté, nous sommes en réseau avec des scientifiques, des médecins, voilà, et que tout ce qui va se dire est démontré. Enfin, c'est scientifique, est rigoureux,
dénué de tout intérêt. Hein, je pense que tu n'as aucun conflit d'intérêt. Moi aussi. Hein, voilà, on fait ça même d'ailleurs gratuitement pour le plaisir. Voilà. Et que d'ailleurs un critère scientifique, c'est quelqu'un qui n'affirme pas. Hein, c'est quelqu'un qui fait des hypothèses, s'il affirme des choses, c'est que bon voilà, il y a eu tout un ensemble de choses démontrées, et encore. Hein, c'est pas voilà. Donc nous allons rentrer dans notre univers à nous. Notamment, alors, on va rentrer dans le système immunitaire, ce gigantesque monde. Voilà, bon voyage. Que on fait. Donc, on coupe là. Et je crois que normalement, vous devez avoir la caméra. Et on va mettre en... Non, c'est en marche. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, on vous propose de revenir sur quelques rappels historiques. Alors, sur l'image de gauche, vous pouvez voir l'histoire de la création de la Terre. Donc, la Terre est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années. Les virus sont apparus, eux, il y a environ 4 milliards d'années. Ensuite, il y a les bactéries, aux alentours de 3,5 milliards d'années. Et l'homme, lui, est apparu bien après. On commence à le voir au niveau du trait rouge ici. Donc, il est apparu bien après virus et bactéries. Si on ramène ça à l'échelle d'une année, si on dit que la Terre est apparue le 1er janvier à 0h00, les bactéries ont commencé à apparaître le 16 février et les virus même avant. L'homme, lui, a commencé à apparaître le 31 décembre vers 16h. Jésus-Christ est né, serait né à 23h59 minutes 57 secondes. Donc nous, on serait né encore après. Donc l'homme est né avec les virus, il les a toujours connus. On peut dire qu'on baigne au milieu de virus et de bactéries. Il y a certains auteurs qui ont même écrit un article en disant mais il pleut des virus, il pleut des bactéries. En fait, on en est entouré. Et là, on peut faire une expérience ensemble, on va dire, on va inspirer une fois. On inspire. Et bien là, au cours de notre inspiration, on a inhalé entre 10 et 12 000 virus. Et ça, on fait ça tous les jours, à chaque fois qu'on respire. Et on fait ça depuis qu'on est né. Et globalement, ça va bien. Globalement, ça se passe bien. Donc, l'homme est né avec les virus et les bactéries, vit avec, et il a les moyens de s'y adapter par son système immunitaire. On est capable, par ce magnifique système immunitaire, de nous adapter aux virus et aux bactéries. Et on va voir pendant la présentation comment. Tu cliques. Non, pardon. Tu cliques là, pouf, et on fait là. Bon. Alors, j'espère que vous voyez bien les vidéos. Hein. Si il y a un moindre problème, dites-le nous, parce que nous, normalement, on doit visualiser ce que vous voyez. Bien, alors là, c'est faire la différence entre bactéries et virus. Il y a quand même des différences essentielles. Hein. Alors, une différence importante, c'est que les bactéries, voilà quelques éléments. Alors, des millions de sortes de bactéries, que la bactérie va se multiplier. Hein, et se multiplier à fur et à mesure. Alors, il peut se multiplier à l'extérieur, en général à l'extérieur des cellules, hein, dans un milieu la plupart du temps aqueux, mais il y a parfois des bactéries qui peuvent se développer ou subsister dans des milieux très, très neutres, très, très pauvres, hein, sur la Terre ou des choses comme ça. Donc les bactéries, ils sont surtout extracellulaires, à l'extérieur des cellules. Certaines sont à l'intérieur des virus. Les virus, eux, ont une mode différente. Alors voici quelques types d'autres virus sur le plan gauche.
Le virus, lui, par contre, va devoir, pour subsister, va devoir rentrer dans la cellule vivante, dans la cellule humaine. Hein, et utiliser le matériel génétique de la cellule, du noyau, pour se multiplier et puis se propager. Hein. C'est pour ça que, par exemple, le coronavirus, eh bien, lui, il n'a aucune résistance, il est inexistant sur une table, sur une surface, parce qu'il n'y a pas de vivant. Hein. C'est bien dans la contamination directe que d'humain à humain, voire animal à humain, que le virus va pouvoir s'accrocher tout de suite à un lieu ambiant et notamment rentrer dans les cellules. Hein. Sinon, il n'a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Alors ici, c'est une présentation du lien qu'il y a entre nos cellules, les bactéries et les virus. Alors, nos cellules, chacune de nos cellules, eh bien, vous pouvez voir, c'est sur la partie en bas à droite ici. Voilà, ici, c'est une cellule à nous. Donc, on a plein de cellules dans notre corps. Ici, on va avoir des cellules au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, au niveau de la peau, du foie, des yeux. Enfin, on a énormément de cellules. Dans notre corps, on a entre 50 000 et 100 000 milliards de cellules. Donc, nos cellules, elles sont toutes organisées comme ça. Ce sont des petites unités qui sont complexes et autonomes. C'est comme des petites usines de fabrication. Chacune, c'est une petite usine de fabrication. Et dans la cellule ici, qu'on peut voir, donc il y a le noyau, je vais y revenir juste après, et on retrouve ici des petites entités ici, ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, il est passé. Hop, oui, voilà. Alors, hop. C'est bon. Non, c'est bon. Non. Non. Voilà. Donc, les mitochondries qui sont ici, elles vont avoir pour rôle, par rapport à notre petite usine de fabrication, là, elles vont lui apporter de l'énergie, grâce à l'oxygène, par exemple. Et si on regarde la forme du mitochondrie, qui va être grossie ici sur le dessin, là, en droite, en haut, bien, ça ressemble beaucoup à une bactérie finalement. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant, ça ressemble beaucoup. Et il y a des études qui auraient démontré que, en fait, la mitochondrie, eh bien, c'est une bactérie qui aurait été intégrée dans nos cellules il y a très très longtemps, dans les cellules vivantes. Il y a comme une symbiose, en fait, où la bactérie et la cellule s'aident mutuellement pour vivre. Donc, sans les bactéries, eh bien, en fait, on ne serait pas là. Ensuite, donc, la cellule, c'est une petite usine. Donc, elle a l'énergie par la mitochondrie et ses programmes. Elle a des programmes de fabrication. Les programmes de fabrication, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent du cœur de la cellule. Ils viennent des chromosomes. Donc, au niveau de nos cellules, dans le noyau de la cellule, il y a des chromosomes. Les chromosomes, quand on les regarde, ça ressemble à des filaments. Et quand on regarde de plus près, eh bien, les chromosomes, sont constitués d'une échelle hélicoïdale et qui est constituée de barreaux, et ce sont les gènes. Eh bien, il y a des hypothèses qui avancent que finalement, les gènes, ces barreaux d'échelle-là, eh bien, ça pourrait venir au moins en partie, mais peut-être même complètement, de virus. Donc, c'est pareil, comme les bactéries, sans les virus, eh bien, on ne serait pas là, on ne pourrait pas vivre. Maintenant, dans notre quotidien, eh bien, non seulement les virus et les bactéries nous ont permis d'être là, nous ont permis d'être vivants, d'exister sur Terre, mais même au quotidien, eh bien, si on prend les bactéries, dans notre tube digestif, il existe 40 000 milliards de bactéries. Donc, si on prend par rapport au nombre de cellules du corps humain, c'est entre 50 000 et 100 000 milliards, il y a déjà quasiment autant de cellules, autant de bactéries dans notre tube digestif qu'il y a de cellules à nous. Et ces bactéries, on vit en symbiose aussi avec elles, puisqu'elles vont nous permettre elles vont nous aider à digérer, elles vont nous permettre de synthétiser certaines vitamines. Donc, sans elles, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas assimiler les nutriments. Et puis,
dans le tube digestif, il y a aussi un grand nombre de virus. Il est estimé que dans le tube digestif, il y a environ 3000 milliards de virus. Et ces virus, pour la plupart, ils sont bactériophages, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider à réguler la flore bactérienne qui vit en symbiose avec nous. Ils vont éviter que certaines bactéries se développent de trop par rapport à d'autres et deviennent pathogènes ou perturbent l'équilibre des autres et perturbent les fonctions des autres bactéries. Donc, si on fait la somme des bactéries qu'il y a dans le tube digestif et puis finalement des bactéries, des virus, il n'y en a pas que dans le tube digestif. On verra tout à l'heure, il y en a dans toutes les muqueuses, il y en a au niveau de la peau, on en a partout dans le corps. Eh bien, si on prenait comme un taux de remplissage en fait du corps humain, là sur la droite, eh bien, les cellules humaines, les cellules qui sont vraiment à nous, qui comportent notre ADN, en fait, elles représentent entre 50 000 et 100 000 milliards. Mais les virus et les bactéries, eh bien, ils représenteraient environ 90%. Ils représenteraient, niveau technique, donc ils représenteraient environ 90% de ce qui nous compose. Et plus les études avancent, plus en fait ça permet de découvrir des virus et des bactéries. Et il se peut que ce nombre de les virus et les bactéries sont à 90%, nous composent à 90%. Il se peut même que ça soit plus que ça. Donc, ce qui fait que même dans notre quotidien, sans les virus et sans les bactéries, en fait, on ne pourrait pas vivre sans eux. D'ailleurs, à ce sujet-là, la conférence est adressée à vous, mais aussi à vos bactéries et virus. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus que vous-même. Voilà. D'ailleurs, quand on parle à quelqu'un, eh bien, on devrait parler aux virus et aux bactéries de la personne. Bon, c'est un peu une boutade. Alors maintenant, donc il y a énormément de virus et bactéries amis, donc globalement, on a vu qu'on s'y adaptait très bien. À chaque fois qu'on respire, à chaque fois qu'on mange, on en inhale, on en mange toujours, et globalement, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, un virus ou une bactérie peut nous rendre malades? Qu'est-ce qui se passe? Si on prend par exemple le cas du coronavirus. Alors, le coronavirus, en fait, les coronavirus représentent une immense famille. Rien que sur la page que vous pouvez voir, là, sur l'illustration à gauche, eh bien, rien que sur cette illustration-là, il y a une 50aine de sortes de coronavirus qui sont identifiés à aujourd'hui. Donc, les coronavirus sont très répandus. Et vous en avez croisé, on en a tous croisé, parfois sans le savoir, parce que ils peuvent provoquer des rhumes, ils peuvent provoquer des syndromes grippaux bénins, et globalement, notre corps s'y adapte. Et parfois même, vous avez même certainement rencontré aussi des coronavirus qui n'ont déclenché aucun symptôme, qui sont passés inaperçus, parce que votre corps, en fait, s'est guéri spontanément. Il a réussi à s'adapter au virus, et vous n'êtes pas tombé malade. En fait, à ce moment-là, vous étiez asymptomatique. Les asymptomatiques, c'est ça, c'est que ils contractent le virus ils l'ont, mais le virus ne les rend pas malades. Leur système immunitaire arrive à s'adapter suffisamment bien pour que le virus ne devienne pas pathogène. Voilà. Alors, nous allons rentrer maintenant dans notre système immunitaire. Qu'est-ce que notre système immunitaire? Mais avant de le définir, c'est ses fonctions. C'est pas uniquement tuer la mauvaise bactérie ou le mauvais germe, etc. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est d'abord contrôler l'intégrité biologique de l'individu. C'est-à-dire que le système immunitaire, c'est un peu comme des gendarmes qui vont dire tiens, ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, d'identifier ce qui est moi de ce qui n'est pas moi. Et que ça se fait dès la naissance, même peut-être avant. Il y a plein de lymphocytes, de molécules immunitaires qui vont faire un séjour au thymus. Le thymus, c'est une glande qui se trouve tout près de la thyroïde et qui est chez l'enfant, qui sert énormément pour permettre à identifier, que les systèmes immunitaires identifient son propre moi.
hein, donc de différencier ce qui est étranger de ce qui m'appartient, et de différencier ce qui est à détruire, hein, notamment des tumeurs. Alors parfois, oui, effectivement, on parlera un petit peu des tueurs, c'est-à-dire que le système immunitaire va être capable d'identifier, oh là, toi, la cellule, tu commences à aller un peu n'importe où, n'importe comment, tu te déploies n'importe comment, voilà, on le pulvérise au fond. Hein, et bien sûr de différencier de ce qui est de moi, de inoffensif, et de contribuer au maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire l'être en soi-même. Il y a une autre phrase que j'aime bien utiliser, que je trouve importante, c'est que le système immunitaire est là pour nous aider à nous adapter au monde extérieur. Hein, c'est-à-dire qu'un étranger arrive, le corps, par son système immunitaire, va l'identifier, va en faire, peut-être, on va en faire soi, hein, et intégrer quelque chose de soi. Hein, voilà. Alors, nous allons parler, on va partir du tube digestif. Hein, le tube digestif, c'est un tuyau. Hein, si on part, alors je vais essayer de mettre le pointeur. Non, ça marche pas. Bon, bref, on part de l'estomac. Hein, et le long, il y a le grêle, puis il y a le côlon et l'anus. Hein, en sachant que ce tube digestif, il est long de 6 mètres, hein, partant de là à là. Voilà. Et que ce tube digestif, bien sûr, il a beaucoup de fonctions. Hein. Il a une protection contre les pathogènes, les germes, ce qui est agressif. Il favorise la synthèse de certaines vitamines. Il favorise le développement du système immunitaire. Hein, extrêmement important chez l'enfant notamment. C'est-à-dire que le petit enfant va développer ses premiers systèmes immunitaires au contact de ce qu'il mange, hein, et de ce que sa mère donne, ou de ses parents, et donc et tout au long de notre vie, il va contribuer à que le tube digestif, que le système immunitaire se développe à partir de là. Favorise la protection intestinale, stocke les graisses, favorise la fermentation de fibres alimentaires, de digestion alimentaire, et Anne-Sophie en reparlera un peu plus loin, une connexion très importante avec le système neurologique. D'ailleurs, le papillovirus, le Covid-19, une des hypothèses de l'infection serait, enfin certainement qu'un certain nombre de gens se font contaminer par le tube digestif. Là, une belle image de l'intestin. Voilà. Et que donc 70%, il se bloque avec ça. Donc, il faut que 70% du système immunitaire se forge dans notre flore intestinale. Hein, donc, il faut que notre corps soit au contact du monde extérieur pour se forger cette immunité entre le moi et l'autre. Hein. Alors, le tube digestif, on peut parler des voies respiratoires, on peut parler des muqueuses génitales et de la peau. Alors, l'intestin, pour revenir, donc voilà le tube digestif, et que la structure du tuyau, hein, il y a la lumière où circulent les aliments, les particules, ce qu'on mange, et puis la paroi, hein, la paroi avec ses villosités, qu'on retrouve un petit peu ici, qui est parcouru par alors le tube digestif est parcouru des artères, des veines, du système lymphatique, le système immunitaire et le système neurologique. Hein, et tout ça va être en contact avec la lumière. La lumière étant ici, hein, je vais tenter une deuxième fois le vidéoprojecteur. Voilà, non, ça marche pas, il ne veut pas. Hein. Ah, si, pourtant, il devrait marcher. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, bref, la lumière où circulent les milliards de bactéries et le corps, avec son système immunitaire,
derrière. Et entre les deux, une couche de cellules endothéliales, hein, mais cette couche de cellules a au-dessus d'elle cette fameux écosystème bactérien, des milliards de bactéries déjà que l'on citait, hein, c'est où ils sont ces milliards de bactéries, ben une bonne partie se retrouve dans le tube digestif, hein, qui vont jouer un rôle fondamental, qui sont des saprophytes, c'est-à-dire qu'ils vivent en cohabitation avec nous, on leur rend service, mais ils nous rendent d'énormes services. Et on découvre depuis 15-20 ans, les scientifiques, des milliers de fonctions dans lesquelles sont utilisées, ces bactéries sont utilisées. Et puis il y a un mucus aussi. Donc, il y a la barrière intestinale, il y a le microbiote et il y a la mucus. Et tout ça fait une intégrité. Hein, il y a une intégrité, une symbiose, hein, quelque chose qui s'équilibre très très bien. Et seul, alors je pense qu'il y a une autre diapo, oui c'est ça. Alors, là, il faut que je coupe là, mais là. Là. Alors, l'endothélia, les cellules, donc il y a les aliments et tout ce qui passe, hein, passe par la cellule, d'accord? Et géré, digéré, informé et assimilé. Hein, et le système immunitaire, tranquillement, fait son boulot. Hein, il fait 8 heures de travail seulement, pas plus. Et que c'est une boutade parce que si on travaille 12-15 heures, c'est pas bon. Voilà. Et que malheureusement, un certain nombre de gens sont amenés à travailler ces heures-là. Alors bref, là, et les bactéries, les mauvaises bactéries, eh bien, eux ne peuvent pas passer. Hein, ou alors il y a le système immunitaire qui les prend en charge et qui les explose. Donc, on retrouve l'homéostasie, hein, avec les bactéries, le mucus et les cellules endothéliales ici. Hein. Et que quand on fragilise cet intestin, et malheureusement, je peux affirmer, je ne suis pas le seul à affirmer, enfin, des milliers de médecins et soignants qui affirmons que nous sommes en train d'abîmer, une bonne partie de la population abîme son intestin. On verra juste après pourquoi. Que ces cellules-là, on voit que tout d'un coup, ils sont agressés. Ils sont agressés et du coup, c'est n'importe quoi qui passe. Et que c'est du coup le système immunitaire sous-jacent est obligé de s'activer encore beaucoup plus et créer une inflammation. Une inflammation chronique n'est jamais bon. Hein, parce qu'elle fragilise la muqueuse, elle demande beaucoup d'énergie. Donc, cette inflammation excessive provoque une hyperperméabilité de la muqueuse intestinale et entraîne une perturbation du système immunitaire. Que beaucoup de maladies auto-immunes, de maladies neurologiques, de maladies de fatigue, de maladies psychiatriques, etc., sont favorisées par cette hyperperméabilité membranaire. Et que, en tant que soignant, une fois sur deux, je suis amené à aider, à accompagner les gens à prendre soin de leur intestin. Alors, sur cette image, sont regroupés les principaux facteurs qui vont déséquilibrer, qui vont endommager le microbiote intestinal. Donc, on a déjà sur la partie gauche, on va voir tout ce qui est les toxines, les polluants, les additifs alimentaires. Donc, ces produits, ils vont avoir plusieurs inconvénients. C'est que quand on va les assimiler par le tube digestif, par exemple pour des produits qui ont été, pour des aliments, des légumes, des fruits, des aliments qui ont été beaucoup traités par des pesticides, par des fertilisants, eh bien ces produits chimiques, ils vont passer dans le tube digestif, ils vont arriver au niveau de la muqueuse intestinale et là, ils vont abîmer la muqueuse. Ils vont l'irriter, ils risquent de réduire le mucus
ils vont déstabiliser la flore intestinale parce qu'ils vont tuer certaines bactéries. Et du coup, on va arriver à la fragilisation de la paroi, et donc après avec le risque qu'il y ait des substances qui passent à travers la muqueuse intestinale alors qu'elles ne devraient pas. Et ensuite, donc ce sont des produits non souhaités par le corps qui arrivent dans la circulation, qui vont devoir être traités plus loin par le foie. On va en revenir plus en détail dessus après. Ensuite, l'alimentation inadaptée, les édulcorants. Alors, l'alimentation inadaptée, c'est dans le sens d'une alimentation qui ne va pas être assez équilibrée. Une alimentation qui sera trop riche en sucre, par exemple. Donc, une alimentation qui est trop riche en sucre, eh bien, elle va conduire au développement de certaines bactéries qui vont devenir pathogènes. L'alimentation inadaptée, ça va être aussi déséquilibré dans le sens pas assez riche en micronutriments, pas assez riche en vitamines, en oligo-éléments, en protéines. Et quand l'alimentation n'est pas assez riche, eh bien, il manque des briques à notre système immunitaire pour se construire. Et notre système immunitaire est vraiment fabuleux, il est complexe, il est intelligent, il est bien organisé, mais il a besoin d'éléments, il a besoin de briques pour pouvoir se construire, pour pouvoir communiquer. Donc, quand l'alimentation est inadaptée, eh bien, notre système immunitaire n'a pas tout ce dont il a besoin pour fonctionner, et du coup, il fonctionne moins bien, il est moins réactif. Le stress aussi va contribuer à avoir un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Alors, par le stress, eh bien, déjà, parfois, tout simplement, on prend moins le temps de mastiquer, on prend moins le temps de manger, on peut avoir l'estomac qui est noué. Donc, ce qui fait qu'on va perturber la digestion et le bol alimentaire, donc ce qui est issu de l'estomac, qui devrait être déjà bien prédigéré, au niveau de la bouche, ça devrait déjà être prédigéré aussi, eh bien, tout ça, ça va arriver dans l'intestin avec des étapes qui n'ont pas été faites finalement, des étapes de digestion qui n'ont pas été faites, et l'intestin va devoir rattraper tout le travail qui ne s'est pas fait en amont par l'estomac, par la bouche, ce qui fait que ça va perturber aussi au niveau de la flore qui va devoir s'adapter, en fait, se développer autrement. Donc ça va perturber l'équilibre au niveau de la flore intestinale. La prise de médicaments aussi, les antibiotiques, ils tuent les bactéries pathogènes, mais ils ne tuent pas que les bactéries pathogènes. Ils vont tuer un grand nombre de bactéries, et donc des bactéries qui vivent en symbiose avec nous et qui nous aident. Les anti-inflammatoires aussi vont contribuer à perturber le système immunitaire, déjà par une action directe, non anti-inflammatoire, et puis par une action aussi avec endommagement finalement de la paroi intestinale. La ménopause peut aussi être un facteur de déséquilibre parce que la ménopause, c'est un tel chamboulement hormonal qu'on verra un petit peu plus loin tout à l'heure, le système immunitaire est en lien avec énormément de choses en fait dans le corps, est en lien avec tout. Et quand il y a un chamboulement hormonal, eh bien, ça peut perturber aussi de manière indirecte, ça peut perturber aussi au niveau de la flore intestinale. L'alcool peut perturber aussi le microbiote intestinal parce que l'alcool qui va être pris trop régulièrement en quantité trop importante, eh bien, va agresser les muqueuses, va détruire une partie de la flore, va déséquilibrer, et puis c'est certaines bactéries qui, elles, vont prendre le dessus. Donc, on est là aussi dans une dysbiose, donc un déséquilibre. Le sport intensif aussi peut contribuer à une dysbiose parce que le sport intensif, quand il est pratiqué vraiment de manière intensive, eh bien, il va contribuer à affaiblir l'organisme parce que le sport intensif conduit à une forte accélération du métabolisme, et tout ça puise en fait au niveau de nos ressources, et ça peut puiser plus que nos capacités de régénération. Donc, ça peut conduire là aussi à une dysbiose. Ah oui, le sport crée un stress, crée un phénomène, le sport excessif, intensif, peut créer un état inflammatoire et une dysbiose, crée donc au niveau de l'intestin une inflammation et une dysbiose intestinale. C'est pour ça que les grands sportifs ou ceux qui sont
font du sport intensif, je pense ceux qui font de la course en montagne et compagnie, eh bien, ils ont quand même intérêt à être accompagnés par des médecins compétents ou des soignants compétents pour les aider à compenser ou à éviter cette inflammation. Hein. Et puis, un point aussi, ça va être les infections bactériennes. Parce que si on ingère par l'alimentation, par exemple, des aliments qui vont être avariés dans le sens où il y aura trop de bactéries dedans, eh bien, ça va se faire proliférer certaines bactéries au détriment d'autres. Et là aussi, l'équilibre est perturbé. Donc, quand l'équilibre est perturbé, eh bien, ça va donc perturber au niveau de la flore intestinale. Mais on a vu juste avant qu'il y avait un lien entre la flore intestinale, le système immunitaire. Donc, quand la flore intestinale est perturbée, eh bien, il y a un impact aussi au niveau du système immunitaire. Et le système immunitaire, eh bien, il va être impacté dans le sens où ça va ralentir ses capacités de réaction. Et du coup, le système immunitaire, quand il y a trop d'éléments pathogènes en fait, qui passent, mais il peut se trouver submergé par la prolifération de virus et de bactéries qui n'auraient pas dû passer. On a vu tout à l'heure la flore intestinale et une autre flore qui est très importante aussi, c'est la flore cutanée. Alors, comme pour la flore intestinale, sur notre peau, il existe un grand nombre de bactéries. Et comme pour la flore intestinale, la peau, avec les bactéries qui habitent sur notre peau, eh bien, elle a un important rôle de barrière. Donc, il y a déjà le rôle de barrière physique pour empêcher les bactéries de rentrer. Mais le rôle, c'est pas que physique. Il y a aussi un rôle d'empêchement des bactéries de se développer parce que les bactéries qui sont sur notre peau, les bactéries de notre flore cutanée, elles vont manger les nutriments qui pourraient être utilisés par des bactéries pathogènes, donc elles vont empêcher les bactéries pathogènes de se développer. Et puis, par leur présence, les bactéries de notre flore cutanée, elles vont aussi créer un milieu qui est peu propice à l'installation des germes pathogènes par rapport au pH, par rapport au degré d'acidité de la peau. Donc, c'est différentes barrières finalement, barrières physiques, barrières chimiques, qui vont limiter, le plus possible empêcher la pénétration de bactéries au-delà de notre peau. Si jamais ça arrive, si des bactéries arrivent à passer quand même, eh bien, comme pour la flore intestinale, il y a déclenchement d'une réaction immunitaire pour empêcher la bactérie de se répandre au niveau du corps. Mais c'est, comme pour la flore intestinale, c'est très important de prendre soin de sa peau parce que justement, ça nous permet de nous protéger des agents extérieurs, des agents pathogènes extérieurs. Donc, prendre soin de sa peau, ça veut dire ne pas trop la décaper, utiliser des savons et ne pas trop la décaper parce que quand on la décape avec des produits détergents, c'est vrai qu'on tue une partie, comme par exemple le gel hydroalcoolique, mettre trop de gel hydroalcoolique, c'est vrai que ça tue les bactéries pathogènes, c'est vrai, mais ça ne tue pas que les bactéries pathogènes, ça va tuer aussi nos bactéries qui sont censées nous protéger. Et quand on fait ça de manière répétée, trop souvent, eh bien en fait, on enlève une couche de protection et on peut réellement se fragiliser la peau et on peut en fait enlever notre barrière de protection. Alors, un exemple concret, il y a une semaine, j'ai eu un enfant qui est arrivé, je n'ai jamais vu ça, avec 25, il les avait comptés, 22, 25 verrues dans sa main. Et oui, parce qu'on lui demandait de se laver avec solide hydroalcoolique au moins 5 fois le matin, 5 fois l'après-midi ou 6 fois. Et donc, le pauvre, il avait les mains très fragilisées. Hein. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans le système immunitaire, comment il est. On va essayer d'être très simple, que le système immunitaire, c'est des réseaux, alors ça circule par le sang, mais ça circule aussi par des canaux réticulaires. Hein,
hein, un peu partout dans notre corps. Mais il y a des organes qui vont aider. Thymus, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, les ganglions, la rate. Alors, dans chaque partie du corps, notamment pour l'intestin, il y a des plaques immunitaires, des plaques de Peyen, les moelles osseuses, où se produisent notamment les polynucléaires, la lignée blanche, les polynucléaires, lymphocytes et neutrophiles, que sont voilà, au niveau osseux, et puis la peau aussi, l'appendice, les muqueuses, toutes les muqueuses, les amygdales, tout ça contribue, participe à notre système immunitaire. On parlera aussi du foie, aussi, qui a un rôle hyper important. Donc, c'est un réseau complet et dense qui est, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, préinstallé depuis notre naissance. Alors, en sachant que il y a ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité innée, c'est l'immunité que l'on a dès le départ. Alors, pour être simple, je vous prends l'exemple des polynucléaires neutrophiles qui sont produits par la moelle. Eux, comme adultes, ils sont produits, si je ne me trompe pas, je ne veux pas me tromper, il y a 100 milliards de polynucléaires neutrophiles chez vous qui se produit par jour. Et leur but, c'est, dès qu'il y a un truc étranger, ils s'agglutinent, alors si je me trompe pas, là, ils injectent, parce qu'il y a deux formes, ils injectent un produit et la cellule s'éclate, mais en même temps, il meurt. Le polynucléaire meurt en même temps. Donc ensuite, derrière, il y a d'autres cellules qui vont agir pour développer une immunité, pour continuer à prendre l'immunité. Il y a des relais. Le polynucléaire va un peu servir à ça. C'est je te détruis, et puis il y aura des macrophages qui vont prendre les morceaux et qui vont les identifier et donner l'information, mais ça je le répéterai, donner l'information à d'autres cellules qui seront plutôt les cellules lymphocytaires. Donc, aussi, ça se perfectionne tout au long de notre vie. À fur et à mesure de notre enfance jusqu'à adulte, on continue à affiner notre immunité, tout en se distinguant des cellules de notre corps, en permanence, en circulation, en action et en interaction partout dans notre corps. Partout, ça agit. Alors, voici quelques acteurs. Alors, je ne compte pas les pollens, je ne compte pas les bactéries, mais allez, je vous présente la cellule présentatrice de l'antigène. Sa fonction, alors tout ça, ça vient d'une origine. Ça vient, il y a plusieurs types de cellules présentatrices, d'origine de cellules présentatrices d'antigènes. Mais bref, sa fonction, c'est une fois que la bactérie a été pulvérisée, des petits morceaux, hop, la cellule présentatrice va prendre un petit morceau et ensuite il va aller le présenter au lymphocyte T. Alors je vous présente les lymphocytes T. Alors il y a plusieurs formes, plusieurs familles. Il y a les lymphocytes T4 et T8. Je ne me trompe pas. Bon, mais chacune a sa fonction. On va dire que les T4, ce sont les généraux. Ce sont ceux qui vont donner des ordres et qui vont beaucoup sécréter, alors on n'a pas vu là, mais des interleukines. Ce sont des messagers. L'interleukine va avoir une fonction pour, allez, je t'envoie ici pour que tu stimules machin truc pour faire tel truc. Et puis où tu produis ça pour ralentir l'autre parce que l'autre, il va trop agir. Alors déjà, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais il y a une interaction gigantesque les uns avec les autres. Et chronologiquement, chacun va agir en fonction de la bactérie. Donc la bactérie va être absorbée, l'information va être transmise à des lymphocytes T, qui va ensuite donner des ordres à des lymphocytes bêta ou à des lymphocytes T8. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris. Il n'y a pas d'interrogation après, rassurez-vous. Et tout ça partout dans le corps. Voilà. Voilà, des enchaînements, c'est pour montrer
la densité de nos réponses, hein, et que une petite sensibilité. Je vous présente, alors par exemple, les T-régulateurs, c'est ceux qui vont ralentir le processus immunitaire. Parce que c'est bien, c'est comme s'il y a une armée qui arrive et qui continue à se battre alors qu'il n'y a plus d'ennemis, ils vont continuer à se chauffer, à chauffer. Ben, il y a heureusement des généraux ou des régulateurs qui disent stop, ça y est, c'est terminé, on arrête. D'ailleurs, ils sont détruits. Une grosse partie des lymphocytes qui sont mobilisés lors d'une agression, ils sont détruites, mais sauf quelques-unes qui vont garder en mémoire. Ah, alors ça, j'expliquerai un peu plus loin, mais bon, ne cherchez pas à comprendre, mais pour juste entendre la densité de notre système immunitaire. Que je reprends l'exemple de la cellule présentatrice de l'antigène. Un antigène arrive, elle assimile et va transmettre ça à un lymphocyte T, qui va ensuite aller enchaîner vers ailleurs. Pour être plus simple, plus concret, voilà, je me blesse ici, en noir, bien sûr. Il y a une réaction locale, des polynucléaires, des macrophages qui tout de suite agissent, hein, voilà, pour ralentir, pour mobiliser. Et tout de suite, il y a des microbes, hop, des bactéries, hop, c'est envoyé par le système lymphatique et dans les ganglions, notamment les ganglions ici ou ailleurs, eh bien, il va se produire, donc il y a une migration de phagocytes, il va se produire une production d'anticorps spécifiques contre la bactérie ou le virus ou la saleté ou le parasite. On va agir par rapport aux antigènes, c'est-à-dire que le système immunitaire ne va pas détruire la bactérie, mais va agir sur la cellule, sur un antigène, sur une petite partie de la cellule, de la bactérie, voilà, l'antigène machin, l'antigène truc, et donc du coup va produire des anticorps spécifiques contre ces antigènes, hein. Donc mémoriser, et va aller renvoyer pour finir le travail, pour bien nettoyer, et puis en même temps pour cicatriser, etc. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en marche, plus la mise en mémoire. Je pourrais revenir sur la diapo précédente, c'est-à-dire que dans cela, je cherche, oui, non, on ne les retrouve pas. Je cherche les lymphocytes, ils ne sont pas là. Mais ils sont là quand même, hein. Mais ils n'ont pas été représentés. C'est-à-dire que, vous voyez dans ce schéma, ça se multiplie, hein, et puis à un moment donné, il y a une destruction, hein, et qu'à un moment donné, il y a une mise en mémoire, c'est-à-dire que il y aura quelques lymphocytes, hein, des T8 qui vont être mis en mémoire, ou même des T4, sur tel type d'antigène. C'est-à-dire que comme si nous allons progressivement avoir une bibliothèque énorme de tout ce que nous avons contacté et que nous avons assimilé. Hein, j'ai actuellement certainement des lymphocytes quelque part au fond de moi qui, si je rattrape la rougeole, si la rougeole est de nouveau est présent en moi, eh bien ces lymphocytes vont tout de suite se mettre à reproduire. Alors on ne sait pas comment on arrive, il y a encore plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais par quel mécanisme, mais toujours est-il que il y a immédiatement une mobilisation spécifique contre les antigènes dus à la rougeole que j'aurais recontacté en voulant soigner quelqu'un. Voilà, et tout ça, c'est avec le système immunitaire global. Hein, parce que tout est en interaction. Vous avez bien vu une blessure ici ou un problème digestif, le corps va réagir. Hein, il y a une interaction par le système lymphatique et aussi par le sang, puisque les polynucléaires neutrophiles, que je parlais tout à l'heure, passent par le sang.
que notre système immunitaire, avec ce bonhomme tout joyeux, il est en lien avec notre corps, avec tout notre être. Hein. Il est en interaction, hein, alors notamment avec le système endocrinien. Hein, endocrinien, c'est des organes de notre corps qui produisent des hormones. Le plus connu, c'est la thyroïde, que l'on retrouve au niveau à la base du cou. Mais il y a le pancréas, il y a les surrénales, il y a les ovaires, les testicules, l'hypophyse, etc. Et le thymus qu'on avait parlé. Si j'ai un stress, si j'ai été intoxiqué, si je sais, enfin d'autres facteurs, et par exemple la thyroïde est perturbée, ça peut entraîner une perturbation du système immunitaire. Mais l'inverse, si le système immunitaire il est quelque part perturbé, va faire que dans la thyroïde il va y avoir une perturbation et ça peut provoquer la maladie de Baslow, qui est une hyperthyroïdie, ou des thyroïdites d'Hashimoto, par exemple. Donc, il y a une interaction sans arrêt. Et la même chose pour le reste du corps, hein, pour le cerveau et le système neurologique. Hein, aujourd'hui, dans le Covid, par exemple, ceux qui ont malheureusement eu une maladie, qui ont eu le Covid et que leur système immunitaire était défaillant, eh bien, le cerveau, et ça a été démontré par IRM, hein, avec injection de glucose, qu'il y avait des hyperactivités, non, pas des hyperactivités, des hypométabolismes dans certaines parties du cerveau, dû à l'activité virale du coronavirus, hein, et que ça entraînait dépression, fatigue, troubles neurologiques, etc., etc. Hein. Bon, mais c'est aussi dans beaucoup d'autres virus et de bactéries quand le système immunitaire ou le système général est défaillant. Hein. Donc il faut bien, vous avez bien compris qu'il faut bien tenir compte, il faut bien bichonner, protéger, prendre soin de notre corps, hein, et de notre système immunitaire. Alors, il y a aussi le système métabolique, le système circulatoire et hydrique, les barrières cutanées et muqueuses, les organes. Hein, tout à l'heure, on parlera un petit peu du foie, etc. Et que combien de fois, pour régler un problème hépatique, hein, il faut aussi prendre soin du système immunitaire. Hein. Des problèmes digestifs de type rectocolique hémorragique, de type des inflammations du côlon, eh bien, il faut bien sûr soigner le côlon, mais il faut aussi prendre soin du système immunitaire. Et notre système immunitaire, on peut aussi dire qu'il est en connexion permanente avec tout notre environnement. Donc, si on prend sur la partie de gauche, ce qui est représenté le tracteur, les champs, eh bien, la manière dont on va manger, suivant comment les aliments auront été produits, suivant quels produits auront été mis en fait pour cultiver les aliments, on va les ingérer ensuite, et ça va impacter le tube digestif. Et si on impacte le tube digestif, on a vu juste avant que ça pouvait impacter le système immunitaire. L'air que nous respirons aussi, l'air que nous respirons en fonction de son degré de pollution, eh bien l'air que nous respirons va impacter les poumons, va impacter le nez, va impacter les poumons. Et là aussi, impact des poumons, il va y avoir ensuite un impact au niveau du système immunitaire. Les ondes. Alors pourquoi les ondes ? Parce que les ondes peuvent perturber la communication au niveau de notre organisme. En fait, dans notre organisme, on a vu tout à l'heure que les cellules, c'était des entités autonomes. Elles sont autonomes, mais en même temps, elles communiquent avec les autres. Chaque cellule sait ce qu'elle a à faire. Et les cellules, elles savent ce qu'elles a à faire, elles communiquent avec les autres par des moyens subtils.
Par exemple, vous n'allez jamais retrouver sur votre main un morceau d'estomac. Il n'y a jamais eu un morceau d'estomac qui a poussé sur votre main ou un morceau de cœur. Parce que la cellule qui est sur la peau, elle sait qu'elle est une cellule de peau et qu'elle doit se régénérer en cellule de peau et pas en cellule d'estomac et de foie. Donc les cellules, en fait, elles sont comme ça, elles communiquent entre elles par des canaux très très subtils. Et quand on est entouré d'ondes, eh bien, c'est un petit peu comme quand on veut parler avec quelqu'un. Si on veut parler avec quelqu'un dans une pièce où il n'y a personne, la communication va être facile. On échange les paroles, il n'y a pas besoin de parler fort, il y a très peu de risques de mal se comprendre. Mais si, plutôt que de parler avec la personne dans une pièce, on commence à parler avec la personne dans une rue où il y a de la circulation, là déjà, il y aura plus de bruit, il va falloir parler plus fort. Le bruit va faire qu'on aura plus de risques de mal comprendre ce que dit notre interlocuteur. Et après, si on veut parler dans une grande salle où il y a plein de bruit, une salle de concert, une boîte de nuit, là, il va falloir vraiment hurler et de forts risques que le message qu'on veut transmettre, il soit mal perçu. Et au niveau des ondes, c'est pareil. Si on baigne dans un environnement où il y a beaucoup trop d'ondes, eh bien, la communication subtile qui se passe au niveau de nos cellules, eh bien, elle peut être perturbée et les messages qui doivent être passés peuvent être erronés. Donc là, c'est les impacts qui peuvent être négatifs, mais là, dans l'autre sens, il peut y avoir aussi des impacts positifs. Se promener dans la nature, ça va avoir un impact positif, ça va avoir un impact positif sur le cerveau, sur les poumons, sur la circulation. Et tout ce qui a un impact positif au niveau de nos organes, bien, là aussi, ça va avoir un impact positif aussi sur notre système immunitaire. Il y a tout l'aspect social aussi, la famille, les amis, les rencontres, les liens sociaux. Et bien tout ça, ça va contribuer aussi au mieux-être. Et tout ce qui contribue au mieux-être, eh bien, ça contribue aussi au mieux-être de tout notre système hormonal et puis de notre système immunitaire aussi. Il y a une étude très connue de l'INSERM qui démontre la corrélation entre le stress et plus on a de stress, disons excessif et pas souhaitable, plus le système immunitaire est perturbé. Hein. Donc ça, ce sont des études qui ont été démontrées. Au niveau des ondes, oui, certainement que ça doit impacter plus ou moins les gens selon leur sensibilité, hein, comme toute chose d'ailleurs. Hein, bon, et que une chose, c'est qu'on parle de cellules, mais en allant plus profondément, on parle aussi d'atomes. Et les atomes, c'est quand même une molécule avec des protons qui circulent dans un sens. Et que être de plus en plus impacté par des ondes, forcément, ça perturbe le champ magnétique dans lequel nos cellules sont. Hein. J'en ai pour juste en tant qu'observateur, hein, c'est-à-dire que on s'aperçoit que par exemple dans les maladies de Charcot, on a de plus en plus de gens qui ont des maladies de Charcot, c'est des paralysies, hein, des jambes, que c'est certainement plurifactoriel, mais j'ai malheureusement rencontré 3 personnes, hein, en moins d'1 an qui ont eu une maladie de Charcot, qui sont décédées. Et à chaque fois, ils avaient un pylône à moins de 500 mètres de chez eux. Je suis obligé de le dire, je n'affirme pas, mais je suis obligé de le dire, de constater cela. Alors ici, c'est pour vous montrer la relation entre le microbiote, entre notre intestin finalement, le microbiote de l'intestin et le cerveau. Alors il y a une phrase que j'aime bien, c'est Bouddha aurait dit qu'un sage est quelqu'un qui allait bien des intestins. Donc je trouve ça intéressant comme phrase pour montrer qu'il y a une corrélation entre le cerveau et les intestins, que les deux sont un peu interdépendants. Ce qui fait que quand on a un stress, quand on n'est pas bien, donc ça va jouer au niveau du cerveau, mais ça va jouer aussi au niveau du tube digestif, au niveau de la flore intestinale. Comme je disais tout à l'heure, déjà quand on est stressé, ça peut perturber au niveau de la mastication. Ça peut perturber au niveau de l'estomac, c'est avoir l'estomac noué, c'est avoir le ventre noué. Ces expressions-là aussi, ça montre
que finalement, quand on n'est pas bien, eh bien, on peut se nouer au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du tube digestif. Dans l'autre sens, quand ça va bien, eh bien, le tube digestif est détendu et on se sent mieux. Et dans l'autre sens, eh bien, il y a une interaction aussi entre le tube digestif et le cerveau, parce que au niveau du tube digestif, eh bien, dans notre intestin, en fait, il y a entre 200 000 à 500 000 millions de neurones. C'est comme un petit cerveau qu'il y a au niveau de notre intestin. Donc, quand on dit l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et même par rapport au nombre de neurones, c'est une vérité. Et puis, ces neurones dans l'intestin, ils vont produire des neurotransmetteurs. C'est des petits messagers chimiques. Et ces messagers chimiques vont aller jusqu'au cerveau. Par exemple, la sérotonine, qui est décrite comme l'hormone du bonheur, elle est en particulier produite dans les intestins. Donc, quand au niveau de l'intestin, ça va bien, eh bien, l'intestin aide le cerveau à aller bien aussi, puisque l'intestin va produire de la sérotonine en bonne quantité. Il va produire de l'hormone du bonheur en bonne quantité. Donc, il y a vraiment une interdépendance entre le cerveau et l'intestin. Alors, après, nous allons aussi parler du foie, hein, parce que le foie est un incontournable dans notre système immunitaire. D'ailleurs, dans le foie, il y a 10 milliards de cellules immunitaires, hein, voilà, qui agissent. Qui agissent. Le foie, il est bien connu pour ses fonctions métaboliques, de synthèse, de stockage et de désintoxication. Hein, voilà, il fabrique des milliers et des milliers de fonctions en synthèse, d'ailleurs aidées notamment par des minéraux, des vitamines que l'on retrouve dans nos légumes crudités notamment. Mais aussi, le foie est une zone de parcours, de carrefour, c'est-à-dire que l'intestin, que voici ici, eh bien, il y a le sang, tout ce qui est digéré passe par une veine qui s'appelle la veine porte et qui rentre directement dans le foie. Et le foie, donc, est amené, et d'ailleurs, la structure des cellules, c'est comme des pores, les pores où il y a les bateaux, eh bien, la structure, c'est comme réservé pour accueillir hein, notamment les cellules à identifier, à peaufiner, à affiner hein, au niveau immunitaire. Le foie, donc, il va aider hein, la maturation et le développement de cellules immunitaires. J'avais parlé tout à l'heure de l'immunité innée, hein, c'est que nous avons dès notre naissance, notamment à travers ces polynucléaires neutrophiles, et puis il y a l'immunité acquise, hein, que à fur et à mesure de nos événements, que nous allons intégrer en nous, développer. Et le foie participe considérablement à cette immunité acquise, hein, pour que ensuite on ait mis en mémoire hein, tout ce qu'on doit se souvenir de tous les contacts que nous avons eus dans notre vie. Hein. À partir des milliards de cellules immunitaires qu'il contient, il déploie une réponse contre les agresseurs pathogènes. Et aussi, comme vous avez vu, dans toute cellule, dans tout tissu, dès qu'il y a une agression, les polynucléaires agissent, ils explosent. Voilà, il y a par exemple des macrophages qui, non, il y a je sais plus quelles cellules, il y a des cellules qui absorbent la bactérie, qui en fait envoient de l'air, et là aussi tout explose. Hein. C'est un cycle assez amusant. Bon bref, et tout ça, ça fait des petits morceaux. Eh ben, le foie, il va drainer tout ça. Donc, vous comprenez que si je surcharge mon foie de plein de choses, ben oui, mon foie, il va patiner un peu. Il va patiner, voire beaucoup. Alors maintenant, comment prendre soin de son système immunitaire? Déjà par l'alimentation. Alors, on va commencer par les aliments qui sont à consommer plutôt modérément, voire remplacer. Dans la première catégorie, il va y avoir les aliments raffinés, le sucre blanc, la farine blanche. Donc ces aliments, ils vont avoir
plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que comme ils sont raffinés, par exemple les céréales, la céréale va être dépouillée de sa coque. Les aliments qui sont raffinés, ils sont très pauvres au niveau nutritif. Il y a presque plus de vitamines, presque plus d'oligo-éléments. Donc comme ils sont très pauvres, eh bien ils vont apporter assez peu à l'organisme. Non seulement ils vont apporter peu, mais en plus ils vont avoir des inconvénients. Le sucre blanc, consommé en trop grande quantité, va avoir l'inconvénient qu'au niveau de la flore intestinale, il va contribuer à développer une certaine catégorie de bactéries au détriment d'autres. Donc, on va rentrer dans ce qu'on a vu tout à l'heure, la dysbiose, donc le déséquilibre au niveau intestinal. C'est important parce que là aussi, je trouve que c'est important. C'est dans notre intestin, il y a des milliards de bactéries et il y a à peu près 2000 variétés. Et les uns vivent avec les autres. Donc, c'est aussi un reflet d'une belle société. Le sucre, notamment, il favorise le développement de candidats. Alors, les candidats, on en a, mais le problème, c'est que si on met une alimentation très riche en sucre, ces candidats vont se développer et grossir et développer des dendrites. Et là, ils deviennent pathogènes, ils deviennent agressifs. En plus, le sucre blanc et la farine blanche vont avoir un côté inflammatoire. Donc, inflammatoire, ça veut dire aussi qu'au niveau du mucus, au niveau de la paroi intestinale, eh bien, la paroi risque de devenir plus poreuse et de laisser passer plus de choses, plus que la nourriture uniquement. Donc, ça risque de laisser passer des molécules qui vont être gênantes pour l'organisme. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais au niveau aliments, il y a, on parlera du lait impur, on parle de la farine raffinée. La farine raffinée, là aussi, on est plus ou moins sensible, mais beaucoup de gens, à fur et à mesure du temps, on ne digère pas aussi bien la farine blanche. Pourquoi la farine blanche? Parce que c'est une pâte qui, en manger une quantité importante. Je prends que du pain blanc, par exemple. Bon, si cette pâte à la levure et non pas au levain, riche en gluten, n'est pas fermentée. Et si cette pâte n'est pas fermentée, eh bien, ça veut dire pas fragmentée en petits morceaux, eh bien, dans l'intestin, il va irriter. Alors que ça en reviendra à des céréales plutôt nobles, complètes, avec la fibre, au levain, et bien là, la pâte va être fermentée, donc fragmentée, et donc beaucoup plus digeste pour notre intestin. Voilà ce que je dois dire. Une autre catégorie qui est à consommer aussi modérément, ça va être les produits laitiers. Et en particulier, les produits laitiers de vache qui vont être issus d'une production industrielle et d'un élevage industriel. Alors pourquoi? Parce que quand les vaches sont pas développées, mais sont en élevage intensif, eh bien, élevage intensif, très souvent, il va y avoir des hormones de croissance, il va y avoir des médicaments, des antibiotiques qui vont faire que la production laitière va être poussée. Donc déjà, le lait va être moins nutritif puisque la vache va produire plus qu'elle ferait naturellement. Mais surtout, les produits qui vont être donnés à la vache, eh bien, une partie va passer dans le lait. Donc ça veut dire qu'en buvant du lait, en plus du lait comme ça non fermenté, donc quand ça va arriver au niveau de la flore intestinale, déjà on est beaucoup d'adultes à ne plus savoir digérer le lait le lait pur. Mais en plus, quand le lait va arriver au niveau de la flore intestinale, avec potentiellement chargé d'une partie des produits qu'aura absorbé la vache, eh bien, ça va avoir là aussi un rôle irritant. Des produits vont passer à travers la barrière intestinale et vont devoir après être gérés par le foie. On parle surtout du lait liquide, le lait direct. Effectivement, il a été démontré que la moitié des enfants n'ont pas le lactase, l'enzyme, pour digérer le lactose du lait. Donc, ce lait, il est agressif.
Et agresser l'intestin, c'est pas bon. Et puis, à fur et à mesure de l'âge, quand on les adultes, il y a encore un pourcentage beaucoup plus important d'adultes qui ne digèrent plus le lait. D'ailleurs, la preuve, la quantité d'adultes qui boivent du lait est nettement inférieure que par rapport aux enfants. Mieux vaut prendre, bien sûr, 1 ou 2 produits laitiers par jour, fermentés. Là aussi, même chose que les céréales prédigérées, et que c'est depuis avant les Égyptiens que déjà on mangeait des yaourts et du fromage. Donc, de milliers de générations, nous avons appris à digérer ces produits, hein, mais modérément. Mais c'est des produits intéressants parce que là aussi, ça apporte aussi des vitamines et des minéraux, comme les légumes et les crudités, qui sont, parce que une chose qu'on a oublié de souligner, quand on voit tous les systèmes immunitaires qui se mettent en route, tous les métabolismes qui sont mis en route, c'est grâce à des vitamines, des vitamines et des minéraux, le zinc, le cuivre, la vitamine D, la vitamine A, etc. Moi, je ne vais pas faire l'inventaire. Une autre catégorie d'aliments aussi à consommer modérément, ça va être la viande et la charcuterie. Alors, viande et charcuterie, en particulier certaines charcuteries industrielles qui vont avoir des additifs. Le problème, c'est quand on consomme trop, eh bien, on contribue à développer une flore pathogène au niveau de l'intestin. Et il y a même des liens qui sont faits entre une forte consommation de viande ou de charcuterie et des risques accrus de cancer au niveau du tube digestif. Les plats ultra transformés, c'est une autre catégorie. Alors, les plats ultra transformés, il va y avoir plusieurs inconvénients. Alors, du fait qu'ils soient ultra transformés, déjà en termes de composition, généralement, ils vont être déséquilibrés. Ils vont être assez pauvres en nutriments. Ils vont être généralement trop sucrés. Donc, en plus, c'est du sucre blanc, donc on en revient aux inconvénients du sucre blanc. Ils vont être aussi généralement faits avec des graisses transformées aussi, ce qui fait que graisses transformées, ça veut dire que le corps ne pourra pas bien utiliser ces graisses-là, donc il devra soit les considérer comme des déchets, mais ça va lui donner de l'énergie, ça va lui demander de l'énergie en fait à éliminer ces déchets, ou alors il va devoir les transformer pour pouvoir les rendre mieux adaptables pour nous, mais ça va lui demander un travail supplémentaire. Donc avec les plats ultra transformés, eh bien, non seulement il y a assez peu de nutriments, il y a assez peu de vitamines, mais en plus ça va donner plus de travail au corps finalement à devoir détoxiner l'organisme des produits qui ont été ajoutés. Et puis il y a les aliments entre guillemets pollués. Donc pollués, c'est dans le sens issus d'agriculture qui vont être très chargés au niveau phytosanitaire. Donc, ça va être des aliments qui auront été poussés par des fertilisants, qui auront été arrosés fréquemment de désherbants. Donc, tous ces produits-là, il y a une partie qui va passer dans l'aliment. Et donc, quand on mange les aliments qui auront été poussés comme ça par la chimie, eh bien, non seulement ces aliments sont moins nutritifs, puisqu'ils auront été poussés plus que naturellement, donc ils sont moins nutritifs, mais en plus, ils sont plus chargés de molécules dont le corps n'a pas besoin, des produits même dont le corps va devoir éliminer, et ces produits risquent d'endommager la paroi intestinale, et on en revient, comme on le dit depuis plusieurs fois maintenant, c'est-à-dire que comme ça endommage, eh bien, il y a le risque de passer à travers la muqueuse intestinale et ensuite de devoir être évacué par le foie. Donc là, on a vu la catégorie des quoi consommer modérément, voire remplacer. Maintenant, on arrive dans la catégorie de comment prendre soin de son système immunitaire. Finalement, quels aliments on peut favoriser? Eh bien, déjà, ça va être les moins traités possibles. Parce que les moins traités possibles, ça veut dire que les fruits, les légumes, les céréales qui auront été peu traités, eh bien, elles vont pousser à leur vitesse. Si elles poussent à leur vitesse, elles vont pouvoir se charger en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments, elles vont pouvoir se charger. Donc, quand
quand elles arriveront dans l'organisme, eh bien, l'organisme va en bénéficier beaucoup plus qu'un aliment qui aura été poussé. Ce qui fait qu'à poids égal, un fruit ou un légume qui sera issu d'une agriculture qui est la plus naturelle possible, la plus raisonnée possible, si possible même bio, les fruits et les légumes qui auront poussé comme ça, en fait, à poids égal, ils vont être beaucoup plus riches en vitamines, oligo-éléments qu'un fruit et un légume qui aura poussé en serre, hors sol, sans voir la lumière du jour, sans toucher à la terre. Il y a vraiment une différence au niveau nutritif. Et puis, il y a une différence aussi au niveau digestif, puisque des aliments, fruits, légumes qui auront été cultivés avec le moins de traitement possible, quand ils arrivent dans le tube digestif, ils ne vont pas l'agresser. Ils vont pas l'agresser et au niveau de l'organisme n'aura pas à dépolluer des produits qui auront été ajoutés pour pousser la culture ou pour éviter les désherbes, en fait, pour éviter les nuisibles. Ensuite, une autre catégorie, eh bien, ça va être les céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses. Alors, pourquoi cette catégorie d'éléments? Parce que là aussi, ce sont des aliments qui vont être très riches en vitamines, en oligo-éléments, en protéines. Et voilà, c'est tous ces éléments, toutes ces briques dont a besoin notre système immunitaire pour pouvoir se construire, pour pouvoir bien communiquer avec tous les acteurs. Ce qu'on a vu, c'est un système qui est extrêmement complexe. C'est surtout ça à retenir, c'est qu'on a un système qui est très complexe, qui est très intelligent. Et quand finalement, la meilleure chose à faire, c'est de lui donner toutes les briques dont il a besoin pour pouvoir lui donner son autonomie, en fait, pour qu'il puisse assurer ses fonctions. Ensuite, on a les oléagineux aussi. Les oléagineux, ça va être les noix, les noisettes, les amandes, c'est la catégorie qui apparaît sur la photo de droite. Et les oléagineux, ils vont être très riches, eux aussi, donc en oligo-éléments. Ils vont être riches aussi en bonnes graisses. Donc, c'est aussi la catégorie en dessous, les huiles et les aliments riches en oméga 3. Alors, pourquoi consommer des aliments qui vont être riches en huile et en particulier riches en oméga 3? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Au tout début de la présentation, on a vu une cellule. Alors, ce qu'on ne voyait pas sur l'image, vous pouvez l'imaginer, c'est que en fait, la coque de la cellule, c'est comme une coque faite avec des molécules d'huile. Donc, la cellule, eh bien, pour pouvoir se régénérer, elle a besoin d'une quantité suffisante d'huile de qualité pour pouvoir se régénérer. Et du fait que sa coque est faite en huile, eh bien, c'est une coque de protection. Donc, quand on consomme suffisamment d'huile, on contribue aussi à bien protéger la cellule d'intrusion d'éléments pathogènes. Ensuite, les huiles vont aussi permettre, les bonnes graisses vont aussi permettre à notre système, vont contribuer à notre système immunitaire, à notre système hormonal, de bien communiquer aussi, de bien faire les échanges pour bien fonctionner. Et puis, il y a un aspect aussi anti-inflammatoire. Les oméga 3 vont permettre vont contribuer à éviter qu'il y ait un emballement immunitaire. Oui, exactement. Pour résumer bien autour de ça, on voit bien que l'alimentation, le choix de notre alimentation participe énormément à notre système immunitaire. Ces aliments que vous voyez de gauche à droite, eh bien, quand ils sont pas traités, il est évident qu'une pomme qui a été produite en superproduction avec des pesticides, etc., est appauvrie en nombre de vitamines et de minéraux par rapport à une pomme qui a été traitée le moins possible. Bon, bien sûr, elle est moins brillante, mais elle a certainement beaucoup plus de goût en plus. Tous ces aliments apportent des vitamines et des minéraux qui contribuent à notre système immunitaire, à tous nos métabolismes. Chaque seconde, dans toute une partie de notre corps, il se passe toujours des choses et on a besoin de cela. Les fibres qu'on retrouve dans les légumes et que l'on retrouve dans les céréales semi-complètes nourrissent les milliards de bactéries à nous dans notre corps. Et les oméga 3, pour prendre 3 éléments
Sophie a dit, hein, les oméga 3, indispensables, incontournables pour notre système immunitaire, pour éviter l'emballement, hein, notamment dans très certainement, mais ça j'aimerais bien que les scientifiques s'y penchent, peut-être qu'ils s'y penchent, que très certainement un certain nombre de gens, on va dire moins de 75 ans, qui n'avaient pas de polypathologie, on en a peut-être tous connu, eh bien, on se sont retrouvés en réa parce qu'il y a eu un emballement inflammatoire, parce que peut-être qu'ils étaient déficients autour de ces aliments, et notamment en oméga 3. C'est-à-dire que je prends comme exemple comme un champ, hein, la terre. Voilà, mon être, c'est un champ. Si je mets des bonnes graines, des bons engrais, je mets de l'eau et du soleil, eh bien, mon herbe va pousser, va être vert. Et le virus Covid, comme une allumette, va tomber. Et puis, comme c'est du vert, ça va faire puff puff et terminer. Alors que si, bon, je prends le cas extrême, je mets des pesticides à gogo, je prends des médicaments à gogo, je m'intoxique à gogo, et puis je mets pas d'eau et très peu de soleil, eh bien mon herbe va sécher. Et vous imaginez l'allumette Covid, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, hein? Voilà, c'est une autre image de notre système immunitaire que je trouve très intéressante aussi. En plus de l'alimentation, il est possible aussi de renforcer son système immunitaire. Ça, c'est possible quand on sent qu'on est un peu fatigué. Il est possible d'aider par des compléments. Des compléments possibles, ça va être par exemple des oligo-éléments, de prendre du cuivre-argent, de prendre une dose, une à quelques fois par semaine, pendant quelques temps. Ça peut être une manière de stimuler de renforcer son système immunitaire. La vitamine C acérolate peut être intéressante aussi. Alors acérolate parce que c'est issu d'un petit fruit, donc c'est une vitamine C qui est naturelle. Et ça va être, voilà, si on n'est pas gros consommateur de fruits et légumes, c'est une manière possible de compenser. Ensuite, il y a les probiotiques. Oui, parce que les probiotiques, on a vu avoir une flore intestinale qui est en bonne santé, enfin qui est bien équilibrée, qui est en bonne forme, et bien c'est déjà un gros point positif pour notre système immunitaire. Alors, la vitamine D, elle peut être intéressante, c'est en fonction des besoins de chacun. C'est vrai que en ce moment, alors que les jours sont courts, quelqu'un qui part travailler quand il fait nuit, qui revient quand il fait nuit, qui ne voit pas forcément le soleil de la journée, qui travaille à l'intérieur, compléter en vitamine D, ça peut être intéressant parce que la vitamine D est beaucoup synthétisée par la peau avec le soleil. Donc, quand on n'est plus sous la lumière du soleil, eh bien, ça peut être une complémentation intéressante en hiver, voilà, si on sent qu'on est un peu fatigué. Une autre manière de renforcer son système immunitaire, ça va être une activité physique raisonnée, si possible en extérieur, pour l'oxygénation. Donc, ça va permettre de stimuler le système immunitaire et en même temps, ça va contribuer à un rôle de nettoyage aussi de l'organisme. Donc, il y a ce double avantage. Les activités plaisantes et de détente, donc elles vont permettre d'éviter que le stress, comme on l'a vu, qui peut avoir des effets délétères au niveau de tout l'organisme, eh bien, ça va permettre d'éviter ça. Ça va permettre d'éviter les impacts négatifs du stress. Le sommeil aussi. Soigner son sommeil, c'est très important parce que pendant le sommeil, le corps va faire un gros travail de régénération, de nettoyage, de système immunitaire, au niveau immunitaire aussi. Donc, il y a vraiment un très gros travail qui se fait pendant le sommeil. Et soigner son sommeil, c'est vraiment un moyen naturel qui permet de contribuer à un mieux-être. Oui, alors après, en cas de faiblesse, soutenir son système immunitaire, il y a eu quelques questions autour de ça. Il y a les plantes adaptogènes et je dirais la phytothérapie à base de plantes. Il y a tout un ensemble de
qui ont des propriétés, des vertus, d'autant que maintenant, je pense que les laboratoires savent mieux les extraire, le plus naturel possible, enfin, certains nombre de laboratoires, qu'il y a 15, 20 ou 30 ans. Il y a des progrès, des techniques extraordinaires qui les rendent encore plus pertinents. Ce qui est important, souvent, c'est de prendre le totem, c'est l'ensemble du produit, comme la céréale, parce que c'est bien dans ce totem qu'il y a une dynamique qui se fait. Les champignons, trouvez une formule où il y a plusieurs champignons. C'est vrai que il y a des laboratoires qui proposent plusieurs champignons et qui stimulent l'immunité. Il y a les huiles essentielles, le cuivre or argent comme on avait dit, les probiotiques, alors les probiotiques avec des prébiotiques. Les prébiotiques, ça peut être tout simplement les légumes, les crudités, les céréales semi-complètes. C'est évident que celui qui attrape le Covid et qui commence à avoir des premiers symptômes, je prescris facilement des probiotiques. La vitamine C, comme on avait dit, l'élixir de Golgi, des produits riches en minéraux, comme le létérocoque aussi, qui sont riches en minéraux, en vitamines, et qui ont une propriété de booster le système immunitaire, de booster l'individu. L'élixir, le Golgi, si je ne me trompe pas, c'est une plante de l'Himalaya, donc là-haut, à 4000 mètres d'altitude. Les gens, ils ont besoin de... Donc la nature est très, très gentille, elle donne des choses à la portée des gens pour tenir le travail qu'ils ont à faire, les déplacements qu'ils ont à faire à 2000 ou 4000 mètres d'altitude. La timuline, l'oxylococcinum, et puis, oui, des remèdes homéopathiques, bien sûr, qui peut aussi tenter de rééquilibrer des terrains un peu fragilisés et qui agit bien. Alors, je fais quand même l'annonce que si quelqu'un a des symptômes de coronavirus, qu'il aille voir un homéopathe, quelqu'un qui fait de la phytothérapie, parce qu'on a des choses à proposer. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une question de savoir est-ce que les médecins peuvent prescrire le plaquenil. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que ça a été interdit, et je crois que oui, mais je ne peux pas... Je peux pas affirmer. Je peux pas, j'en ai pas eu besoin parce que voilà, on a tellement d'autres outils thérapeutiques. Alors c'est évident que on n'a pas eu l'occasion d'emmener des gens, d'avoir des patients qui ont été en réanimation jusqu'à maintenant. Parce que je pense une des raisons, c'est que les gens qu'on voit sont des gens qui se prennent en charge et que c'est beaucoup moins compliqué à soigner. C'est mon impression. Ça reste qu'une impression. Alors maintenant, comme on se rapproche de la fin de la présentation, c'est voilà, quelques sujets d'ouverture. Alors là, ici, c'est un extrait d'un livre, c'est 12 sels minéraux de Schussler, qui a été écrit par Richard Kellenberger et Friedrich Kopsche. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce paragraphe, donc je vais vous le lire. En croyant que l'infection vient de l'extérieur, la personne se sent seulement une victime. Cependant, déjà du temps de Pasteur, le chercheur Claude Bernard s'inscrivait en faux contre l'idée que les virus et bactéries venus de l'extérieur seraient les causes de la maladie. Il accordait un rôle bien plus important au terrain qui permettait à des germes de se développer. Le terrain est influencé par l'état mental. La peur, l'irritation, la contrariété, la tristesse et la colère affaiblissent le système immunitaire et créent un terrain pour l'hyperacidité. La maladie commence donc longtemps avant que les douleurs se manifestent ou que des bactéries et des virus fassent leur apparition. Et ce paragraphe, il est vraiment intéressant parce qu'on pourrait faire le parallèle aussi avec la maladie à Covid, enfin, avec la Covid, en disant que finalement, en croyant que la Covid vient de l'extérieur, la personne se sent seulement une victime. Parce que considérer que la Covid est due uniquement au coronavirus, c'est erroné. Parce que si la Covid était uniquement due au coronavirus, eh bien, il n'y
il n'y aurait pas de personnes positives, il n'y aurait pas d'asymptomatiques. Tout le monde serait malade et tout le monde aurait des formes graves. Or, le coronavirus, eh bien, certaines personnes sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'elles elles ont contacté le virus, mais elles s'y sont adaptées. Donc, dire que la Covid est due au coronavirus, c'est incomplet. Donc, à partir de là, en fait, on peut considérer que voilà, la Covid, c'est une fatalité. Ça vient uniquement de l'extérieur. Mais l'inconvénient, en fait, de se placer en fatalité, c'est qu'on devient une victime, mais on attend aussi la solution de l'extérieur. Donc, on va attendre la solution par un médicament, par un vaccin. On attend. Mais pendant l'attente, on a peur. Alors, on peut aussi considérer finalement que la situation actuelle, c'est pas qu'une fatalité, c'est aussi une opportunité. Ça peut être une opportunité de se dire que on a des possibilités d'agir positivement, globalement pour sa santé et aussi pour son système immunitaire. On a possibilité d'agir favorablement pour soi, pour son environnement. J'en compléterai encore un tout petit peu plus par rapport à Anne-Sophie, que j'adhère complètement à ce qu'elle dit. Je crois que en cette période de pandémie, c'est aussi l'occasion à chacun de prendre une distance, un recul et de se recentrer sur soi et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon bon sens, hein, et de faire attention au spectre de la peur. Hein, on est quand même dans une période où on est dans une peur psychologique, hein, et qu'il nous faut prendre ce recul. Et ce paragraphe montre bien que nous invite bien vers une compréhension, une connaissance de nous. Hein, mais pour ça, il faut prendre du recul. L'autre chose, c'est notre réflexion qui vient de la part du psychanalyste et philosophe Anne Dufour-Montel. J'ai fait un résumé de résumé sur un grand texte qu'elle a écrit, elle a un livre, je crois qu'elle a écrit un livre sur l'éloge du risque. Alors ça, c'est très résumé. Hein. La vie est un risque puisque la mort fait partie de l'horizon de celle-ci. Le principe de précaution est une norme, mais pas un acte qui supprimerait le risque du ne pas mourir. Dans la vie, la prise de risque doit sortir de la fatalité, mais être une dynamique qui nous ouvre au présent, au futur, à notre liberté, à une ligne de vie. Alors là, c'est un questionnement. C'est de se dire, mais finalement, et si notre évolution, c'était une suite d'adaptation au virus? Et si là, avec le coronavirus, eh bien, est-ce que c'est pas une invitation justement, une étape d'évolution? Et puis pour terminer, alors là, c'est une affiche trouvée sur Internet. Donc, qui dit que voilà, ce monde est malade, sauvons notre planète, arrêtons le coronavirus. Et en dessous, eh bien, en dessous de ce monde qui est malade, c'est toutes les mains qui peuvent finalement faire quelque chose pour stopper le coronavirus, pour sauver la planète. Donc, eh bien, toutes ces mains, c'est prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi, eh bien, ça bénéficie bien au-delà de soi.